Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans une histoire, mais vraiment incroyable. Une de ces histoires où la réalité dépasse complètement la fiction. Ah oui, celle-là est particulièrement folle. On parle d'un vol de bijoux au départ, en Arabie Saoudite, mais ça a déclenché, tenez-vous bien, 30 ans de crise diplomatique gravissime avec la Thaïlande. C'est ça. Et pas seulement une crise diplomatique, hein. On parle d'assassinat en série, de disparition. Exactement. Tout ça parti d'un employé de palais thaïlandais, d'un trésor colossal et surtout d'un diamant bleu, quasi mythique. Le fameux diamant bleu. On va donc explorer ensemble cette affaire tentaculaire qui commence en 1989. Comment un cambriolage, bon, audacieux certes, mais un cambriolage quand même, hein. Oui, un fait divers au départ. Voilà. Comment ça a pu dégénérer à ce point, enclencher une telle spirale de violence, de méfiance internationale. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste un vol spectaculaire, c'est une plongée dans les coulisses, disons, des relations internationales, de la corruption aussi, beaucoup, Oui. et puis des conséquences totalement imprévues d'un acte au fond isolé. L'idée, c'est de démêler un peu les fils de cette histoire complexe. Comprendre l'engrenage. Voilà. Comment chaque événement a mené au suivant, jusqu'à cette rupture quasi totale entre deux pays, pendant des décennies. Alors, on repart à l'été 89. Riyad, Arabie Saoudite. Le personnage clé au début, c'est Kriangrai Tekamong, Oui, un travailleur thaïlandais. Il est jardinier, gardien, quelque chose comme ça, dans le palais d'un prince saoudien. c'est ça. Apparemment bien intégré, apprécié même. Mais Mais il y a un hic. il y a un gros hic. Des dettes de jeu. Énormes, semble-t-il. Et c'est là que tout bascule. L'idée commence à germer. Ils se mettent à observer, à planifier. Oui, il repère les coffres. 4 coffres forts. Et il remarque que 3 d'entre eux sont souvent ouverts. Non, pas verrouillé. Apparemment pas toujours. Il note les habitudes du propriétaire, il attend le bon moment. Euh, L'absence d'été du prince. Et la méthode pour la sécurité, ça c'est assez fou. Ah oui, c'est presque du cinéma. Il sympathise avec un agent de sécurité philippin. Ok. Il lui tire les verres du nez sur le système d'alarme, comment ça marche, comment le désactiver. Et il arrive même à mémoriser le code du coffre principal. Incroyable. C'est d'une audace calculée en fait. Tout à fait. Et l'exécution, elle est à la hauteur de la préparation. Une nuit, il passe à l'acte. Il entre, désactive l'alarme et commence à piller. Et là, on parle pas de quelques bijoux. Ah non, pas du tout. La quantité est ahurissante. Les sources parlent de 90 kilos de bijoux. 90 kilos. Oui, 90 kilos. Une valeur estimée à l'époque à 20 millions de dollars. C'est colossal. Et pour transporter tout ça, alors là, la méthode est pour le moins originale. Racontez. Il utilise un aspirateur pour aspirer une partie du butin. Un aspirateur. Oui, et il s'en colle aussi une partie sur le corps. Apparemment, ça ne s'est pas fait en une seule nuit, hein. Ça s'est étalé sur plusieurs jours. D'accord. Et dans ce butin, il y a de tout, j'imagine. Exactement. Des bagues, des colliers, des montres, des pierres précieuses et la pièce maîtresse, évidemment. Le fameux diamant bleu. Le diamant bleu de 50 carats. Une pierre d'une rareté et donc d'une valeur quasi inestimable. Bon, il a son trésor. Maintenant, il faut le sortir d'Arabie Saoudite. C'est pas une mince affaire, 90 kilos de bijoux. Non, c'est clair. Et là encore, il fait preuve de ruse, on peut dire. D'abord, il cache les bijoux quelques jours, dans le palais même. Ah oui, Oui. Puis, il utilise un service de courrier international très connu, DHL, d'accord. pour expédier une partie. Voilà, une partie du butin part par colis en Thaïlande. Et le reste, on parle quand même encore d'une vingtaine de kilos. Oui. Il décide de le prendre avec lui, en avion, directement pour Bangkok. Et l'arrivée à Bangkok, la douane, 20 kilos de bijoux, ça doit se voir, non? On pourrait penser, mais c'est là qu'un élément assez classique entre en jeu. La corruption. Exactement, un pot de vin, apparemment assez modeste en plus, l'équivalent de quoi, 280 dollars américains, Pour passer 20 kilos de bijoux. pour passer avec le reste des bijoux. Oui, et hop, il file vers son village natal dans le nord de la Thaïlande. Il doit se dire, ça y est, j'ai réussi le coup du siècle. J'imagine. Sauf que gérer un tel magot, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il fait de tout ça une fois rentré au village? Il essaie de s'en débarrasser assez vite, probablement pour rembourser ses dettes et puis pour pas trop attirer l'attention, même si c'est un peu tard. Oui, Une partie finit enterrée dans son jardin. carrément. Oui, une autre partie, il la vend.
mais à des prix dérisoires, à des voisins, à des petits bijoutiers locaux. Certaines pièces partiraient pour 30 $. C'est fou. Mais il fait aussi une vente plus grosse. Une grande quantité de bijoux qui valaient sans doute des millions, il les vend à un bijoutier de Bangkok, un certain Sinti Sitanakan. Ah, un nom à retenir, celui-là aussi. Oui, et il les vend pour 150 000 $. Ce qui est énorme pour lui, évidemment, mais ridicule par rapport à la valeur réelle. Bien sûr. Mais même avec ces précautions, 150 000 $, ça doit se voir dans un village. Ah bah oui. Sa richesse soudaine, ça commence à faire jaser, forcément. Pendant ce temps-là, à Riyad, le prince rentre de vacances. Et là, c'est le choc. La découverte du vol, l'ampleur des dégâts. Et surtout, la disparition du diamant bleu. Panique à bord, j'imagine. Complètement. Les autorités saoudiennes sont alertées immédiatement, l'enquête démarre très vite. Et il remonte vite à Kriang Krai. Très vite. Sa disparition du palais, son voyage récent en Thaïlande, c'est assez évident. Riyad contacte les autorités thaïlandaises, il demande leur coopération. Et au début, ça a l'air de marcher, non? La police thaïlandaise coopère. Oui, au tout début, on a l'impression que ça va aller. La police thaïlandaise le localise, l'arrête en janvier 1990. D'accord. Kriang Krai avoue assez vite. Il donne même les noms des acheteurs, dont le fameux bijoutier Santi. Ok. Et l'officier qui mène l'arrestation, c'est une figure dont on va beaucoup reparler. Le lieutenant-général Chalor Kertész. Chaleur Kertész. D'accord, je note. Donc, arrestation, aveu, on récupère une partie du butin. On se dit que l'affaire va se tasser. On pourrait croire. Une délégation thaïlandaise avec Chalor Kertész à sa tête part même en Arabie Saoudite pour restituer solennellement les bijoux récupérés. Et c'est là que tout dérape. Vraiment. C'est le moment de bascule. Quand les Saoudiens examinent ce qu'on leur a rendu, c'est la douche froide, la stupeur. Qu'est-ce qui se passe? Environ 80% des bijoux sont faux, des imitations grossières. Non. Si, et bien sûr, les pièces les plus importantes, dont le diamant bleu, manquent toujours à l'appel. Des faux. Mais comment c'est possible? Ça veut dire quoi? Ça suggère immédiatement une chose, une complicité. Et pas au niveau de Kriong Krai, bien plus haut. Au niveau de la police thaïlandaise elle-même? C'est la suspicion immédiate côté saoudien, que la police ait intercepté le vrai butin et l'ait remplacé par des copies pour la restitution officielle. Waouh. Et cette suspicion, elle est nourrie par des rumeurs. On parle même de photos qui auraient circulé, Ah oui? montrant des épouses de hauts responsables thaïlandais portant des colliers, des parures qui ressemblaient étrangement aux bijoux volés. D'accord. Là, la confiance est rompue. C'est le début de la crise diplomatique. Exactement. C'est là que ça commence vraiment à sentir le soufre. La crise couve sérieusement. Et les Saoudiens, ils ne vont pas en rester là, j'imagine. Face à des faux et aux diamants toujours disparus. Non, bien sûr que non. Ils décident de mener leur propre enquête. Leur ambassade à Bangkok est chargée de découvrir la vérité, de retrouver les vrais bijoux. Ils montent une équipe. Oui, une équipe de diplomates est formée pour ça. On a les noms Abdullah Al-Basri, Fad Al-Bali, Ahmed Al-Saif. Une source mentionne aussi un Abdullah Al-Maliko. Mais enquêter à Bangkok, dans ce climat, ça devait être hyper dangereux pour eux. Extrêmement dangereux. Ils se heurtent à quoi, ma femme? À un mur. Le silence, voire l'obstruction de certains policiers thaïlandais. Hmm. Les infos sont rares, contradictoires. L'ambiance est pesante. Et puis, il faut voir le Bangkok de l'époque. Des réseaux criminels puissants, parfois liés à des figures politiques, des figures des forces de l'ordre. Un panier de crabes. C'est un peu ça. Pourtant, malgré les risques, l'équipe saoudienne avance. Ils commenceraient même à trouver des pistes, des liens possibles entre l'affaire et des personnalités haut placées. Jusqu'où? Certaines allégations, jamais prouvées officiellement, parlent de liens allant jusqu'au palais royal thaïlandais, mais ça reste très flou. Et c'est là que la violence éclate, vraiment. Oui, on bascule dans l'horreur. Fin 89, début 90. Un premier diplomate, peut-être cet Abdullah Al-Maliki, est assassiné, abattu en rentrant chez lui. Et ça ne s'arrête pas. Peu de temps après, on est probablement en février 90. Abdullah Al-Basri est retrouvé mort dans son appartement. Assassiné lui aussi. 2 meurtres. Très rapprochés. Le message est clair, là. Très clair. Mais ce n'est pas fini. Quelques heures, ou peut-être quelques minutes seulement après la découverte du corps d'Al-Basri, Oui. dans une autre rue de Bangkok, Fad Al-Baili et Ahmed Ali Saif, les 2 autres membres de l'équipe, sont pris dans une embuscade, dans leur voiture en rentrant chez eux. Une embuscade? Oui, les détails sont glaçants. Al-Baili est touché à la tête au moment où il ouvre sa portière. Ali Saif prend plusieurs balles, une à la tête aussi, mort sur le coup. 4 diplomates saoudiens. Tous ceux qui enquêtaient. Éliminés. En très peu de temps.
C'est une purge. Le message est d'une brutalité absolue. C'est terrifiant. L'Arabie Saoudite doit être sous choc. Anéanti. Qu'est-ce qu'ils font après ça? Ils abandonnent. Pas encore tout à fait. C'est assez étonnant, mais ils tentent une dernière carte. Ils envoient quelqu'un d'autre. Un homme d'affaires saoudien. Qui ça? Mohamed Al-Rouaili. Il connaissait bien Bangkok, apparemment. Il avait peut-être des contacts, un réseau. L'idée était qu'il reprenne l'enquête. Plus discrètement, peut-être. Et ça se passe comment pour lui? Mal. Très mal. C'est aussi tragique, et peut-être même plus sinistre encore. Al-Rouaili est enlevé, le 12 février 1990. Si vite, juste après les autres meurtres? Oui, à peine 11 jours après le triple assassinat des diplomates. Sa disparition reste un mystère pendant des années. Et puis, bien plus tard, en 2013, lors d'un procès lié à une autre affaire, un témoin parle. Et ce qu'il raconte est effroyable. Il implique qui? Il implique directement 5 policiers thaïlandais. Et devinez quel nom refait surface dans ce témoignage. Chaleur Cardivus? Bingo. Encore lui. Ou du moins, son nom est cité dans ce contexte très trouble. Et que dit ce témoin sur le sort d'Al-Rouali? Selon ce témoignage, Al-Rouali aurait été emmené de force dans un hôtel, interrogé sous la contrainte, puis conduit dans une ferme isolée, quelque part en dehors de Bangkok, vers Pattaya. Oh non! Là, il aurait été torturé. Pour le faire parler, sans doute. Puis tué. Et le corps? Pour ne laisser aucune trace, le corps aurait été brûlé, les os broyés et les cendres dispersées en mer. C'est d'une barbarie. C'est une description glaçante. Ça dépeint une organisation criminelle au sein même de la police. Le témoin prétend même avoir récupéré une bague en or d'Al-Rouaili, qu'il aurait remise plus tard. Et la famille d'Al-Rouaili, ils avaient senti le danger? Oui, son frère a raconté plus tard. Mohamed l'avait appelé plus tard. Il était inquiet. Peu avant de disparaître, le frère l'avait supplié de partir de Thaïlande. Il ne l'a pas écouté? Non. Et ce frère a eu des mots très durs sur la corruption en Thaïlande à l'époque. Il a dit une phrase terrible. Certains policiers étaient flics le jour, gangsters la nuit. Ça résume bien l'ambiance, effectivement. Après ça, après l'enlèvement et la disparition plus que probable d'Al-Rouaili, pour Riyad, c'est la goutte d'eau. Trop, c'est trop. Là, la rupture est inévitable. Radicale. Les relations diplomatiques sont réduites au strict minimum. On passe d'ambassadeurs à des simples chargés d'affaires. Et il y a d'autres mesures? Ah oui, très spectaculaire. L'Arabie Saoudite interdit purement et simplement à ses citoyens de voyager en Thaïlande, avec des sanctions si on enfreint la règle. Waouh, impact direct sur le tourisme. Énorme. Et surtout, l'impact social et économique le plus lourd est généré. Le retour forcé des travailleurs thaïlandais. Ah oui, il y en avait beaucoup là-bas. Des centaines de milliers. Waouh. On parle de 150 000 à 200 000 en 1989. En 2008, il n'en restait que 10 000. C'est un désastre économique pour la Thaïlande, ça. Ces travailleurs envoyaient beaucoup d'argent au pays. Exactement. Un coup très dur. Et pour vous donner une idée du climat, un diplomate saoudien très influent à l'époque, Mohamed Khoja, a dit que la police thaïlandaise était plus puissante que le gouvernement. Carrément. Et qu'enquêter sur cette affaire, c'était comme combattre Satan. Ça vous donne le niveau de défiance et de dégoût peut-être. La rupture est consommée. Profonde. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. La violence continue même après la rupture diplomatique. D'autres personnes vont mourir? Oui, l'ombre du diamant bleu est longue et tragique. Elle continue de planer dans les années 90. Et l'une des histoires les plus sombres, c'est celle du bijoutier. Santi Suitanakon Tettan. Celui qui avait acheté une partie du butin. Lui-même. En 1994, sa femme et son jeune fils sont retrouvés morts, dans leur voiture, une Mercedes, sur une route de campagne. Mort comment? La scène est maquillée pour faire croire à un accident de la route. Une collision par l'arrière, je crois. Mais ce n'était pas un accident. Non. Pourquoi s'en prendre à sa famille? Probablement pour le faire taire, lui. Santi était devenu un témoin clé. Il en savait trop. Sur les bijoux. Sur les flics corrompus, Sans doute les deux. il était soupçonné de savoir où étaient passés certains bijoux. Et surtout, il y avait ces allégations. Comme quoi des policiers... Encore Chalor Kerds? Son nom revient, oui. Comme quoi on lui aurait demandé, à Santi, de fabriquer les faux bijoux qui ont été rendus aux Saoudiens, pour que les vrais puissent être gardés. Ah, d'accord. Donc il savait qui tirait les ficelles. Potentiellement. Tuer sa femme et son fils, c'était une méthode d'intimidation absolument atroce, pour qu'ils se taisent définitivement. Et le détail sordide que vous mentionniez? Oui, le médecin légiste. Au départ, il aurait conclu à un meurtre. Puis, sous la pression, il aurait changé son rapport officiel pour conclure à un accident. Ça en dit long sur le système. Ça en dit très long. Et Chalor Kerdes,
Ce policier omniprésent dans l'ombre, qu'est-ce qu'il devient-il? Est-ce qu'il est inquiété par la justice pour tout ça? Oui, il finit par être rattrapé. Mais pas pour tout. Il est arrêté, jugé et condamné, avec 6 autres policiers. Pour quelle affaire? Pour l'enlèvement et le meurtre de la femme et du fils de Santi Tanakan. Ah, pour ça, oui. Il est condamné à mort, mais la peine est commuée en prison à vie, puis réduite. Au final, il est libéré après 19 ou 20 ans de prison. Mais pour les autres affaires, les meurtres des Saoudiens, sa possible implication dans leur recel des bijoux. Rien. Jamais condamné pour ça. Faute de preuves suffisantes, dit-on, ou peut-être faute de volonté politique d'aller plus loin. Son rôle exact dans toute l'affaire reste en partie trouble. Et la liste des morts ne s'arrête même pas là. Non, c'est une véritable hécatombe. Les sources varient un peu, mais on parle d'un total de 13 à 18 morts liés directement ou indirectement à l'affaire. Qui d'autre? Il y a eu le colonel Anat. Il dirigeait une commission d'enquête sur l'affaire. Il est mort dans un accident de voiture très suspect, juste après avoir apparemment identifié des coupables haut placés. Pratique. On parle aussi de bijoutiers singapouriens qui auraient été impliqués dans le recel, retrouvés morts eux aussi. D'autres policiers, des témoins potentiels, éliminés. C'est terrifiant de voir jusqu'où certains étaient prêts à aller. Pour protéger leurs secrets, leurs butins. Leurs secrets et leurs intérêts, oui. Et pendant tout ce temps, pendant toutes ces années de violence et de crise, qu'est devenu l'homme par qui tout a commencé? Kriang Krai Tek Chamong. Ah, Kriang Krai. Son sort est presque dérisoire par rapport à l'ampleur du désastre qu'il a déclenché. Il a été condamné, oui, 5 ans de prison pour le vol, Seulement 5 ans? et il n'en a fait qu'environ 3. Libéré pour bonne conduite. Et après? Apparemment, il était rongé par le remords. Il se sentait responsable de tous ces morts. Pour expier, dit-on, il s'est retiré du monde. Il est devenu moine bouddhiste. Quelle histoire! Pendant ce temps, les relations entre l'Arabie Saoudite et la Thaïlande restent donc au point mort? Pendant combien de temps à se passer? Près de 30 ans. 30 ans de glaciation diplomatique. C'est énorme. Et les conséquences économiques pour la Thaïlande, vous le disiez, ont été terribles. Considérable. La perte des revenus des travailleurs, le manque à gagner commercial, l'absence totale de touristes saoudiens, ça se chiffre en milliards de dollars sur 3 décennies. Ça montre bien comment une crise de confiance peut plomber durablement l'économie d'un pays. Comment est-ce qu'on sort d'une impasse pareille, après 30 ans? Très, très lentement. Il y a eu quelques petits signes discrets au fil des ans, mais rien de vraiment concret avant 2016, une rencontre de haut niveau. Mais le vrai déblocage, c'est plus récent, hein? Oui, le vrai tournant, c'est janvier 2022. Le Premier ministre thaïlandais de l'époque se rend à Riyad, en visite officielle, sur invitation du prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, MBS. Ah oui, MBS. Et cette visite, elle marque la fin de la crise? C'est ça. Annonce conjointe, historique, rétablissement complet des relations diplomatiques. Enfin. Les ambassades rouvrent, la coopération reprend. Et peu de temps après, en mars 2022, l'Arabie Saoudite lève l'interdiction de voyage pour ses citoyens allant en Thaïlande. La fin de 30 ans de brouille? Officiellement, oui. Une nouvelle page se tourne. C'est quand même fou quand on résume. Un jardinier surendetté qui vole des bijoux, et ça mène à une crise internationale majeure, des meurtres en série, une implication présumée des forces de l'ordre et 3 décennies de relations brisées. C'est un enchaînement absolument incroyable. Et pourtant, malgré cette réconciliation officielle, il reste une question énorme, fondamentale. Le diamant bleu. Exactement. Où est passé le diamant bleu? Et les autres bijoux précieux qui manquent toujours. Aucune information officielle n'a jamais confirmé qu'on les avait retrouvés. Toujours disparu. Officiellement, oui. Alors bien sûr, il y a eu des rumeurs, des spéculations. Est-ce que la Thaïlande a versé une compensation financière discrète à l'Arabie Saoudite? C'est possible, mais on n'en sait rien. Le mystère du trésor lui-même reste entier. C'est fascinant. Et terrifiant. Cette affaire nous montre à quel point l'engrenage de la violence peut être rapide, dévastateur. Comment un acte, au départ, peut avoir des conséquences complètement disproportionnées? Absolument. C'est une sorte d'étude de cas sur les liens troubles entre le crime, la corruption dans les institutions, les intérêts politiques, économiques. Oui. Ça montre aussi à quel point c'est difficile d'obtenir la vérité, la justice, quand des réseaux puissants, peut-être même des raisons d'État, sont en jeu. La réconciliation diplomatique, c'est une chose. C'est une chose, oui. Mais les ombres d'ombre de l'affaire du diamant bleu, elles restent. Elles continuent de nous interroger sur la nature du pouvoir, de la cupidité, de l'impunité aussi. Même si l'affaire est résolue en surface. Elles laissent une trace.
Et elle soulève une question un peu troublante finalement. Combien d'autres diamants bleus, combien d'autres histoires comme celle-ci, avec leurs vérités enfouies, façonnent encore, discrètement, les relations entre les pays aujourd'hui? C'est une pensée qui laisse songeur.